Néron avait Sénèque, Louis XIII avait Richelieu, Napoléon Cambacérès, et aujourd'hui ils s'appellent McKinsey, Ernst & Young, Accenture, KPMG, Deloitte ou encore Capgemini. Ce sont des cabinets de conseil, des consultants privés auxquels de grandes entreprises, des institutions internationales et même des États font appel quand les circonstances l'exigent. En France, nous les connaissons bien. Ils ont récemment beaucoup fait parler d'eux avec le scandale McKinsey qui a abouti à la création d'une commission d'enquête sur leur influence. Mais partout dans le monde depuis quelques années, ils sont très sollicités, de plus en plus dans tous les domaines santé, éducation, informatique, numérique et même défense, à tel point qu'on a inventé un mot pour ça, la consultocratie, ou gouverner en prenant conseil ailleurs. Les cabinets de consulting distribuent leurs analyses, leurs rapports, leurs recommandations et étendent leur influence partout à la faveur d'un marché en pleine explosion, ce qui n'est pas sans poser de très nombreux problèmes en matière de légitimité des décisions, surtout en politique publique, de transparence, de liens d'intérêt et de budget. Leur bonne santé et leurs activités ne datent pas d'hier, mais elles ont tellement fleuri pendant la crise sanitaire qu'elles ont fini par attirer l'attention, dont la nôtre. Nous avons voulu savoir qui sont ces experts qui prétendent avoir des solutions pour tout et à quoi ils servent exactement. Quels sont leurs clients, leurs actionnaires et pourquoi posent-ils aujourd'hui autant de problèmes? Des questions que vous vous êtes peut-être déjà posées et auxquelles je vais me faire un plaisir de répondre. Mais juste avant, si vous voulez encourager notre chaîne et nous montrer votre soutien, c'est super facile, il suffit de vous abonner. Et si vous êtes intéressé par la blockchain et les cryptos, vous pouvez aussi rejoindre notre nouvelle chaîne Money Radar Crypto. Vous devez rétablir l'ISF et même vous devez l'améliorer et la rendre plus efficace. Le 22 novembre dernier, à la demande de la sénatrice de Seine-Saint-Denis, Éliane Assassi, le Sénat a validé la création d'une commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés au sein du gouvernement français. Pendant 4 mois, des dizaines de personnalités ont été entendues, des responsables politiques comme les ministres Olivier Véran pour la Santé et Florence Parly pour les Armées, des universitaires, des cadres de la fonction publique, des patrons, ainsi que bien sûr les représentants des plus célèbres cabinets de conseil du monde comme McKinsey, Deloitte ou KPMG. Tout commence en janvier 2021, quand le Canard enchaîné et le média numérique Politico révèlent que le ministère de la Santé a fait appel au service de 7 cabinets de conseil différents, des cabinets privés, parfois étrangers, pour prendre en charge la gestion de la crise sanitaire. En tête, un nom devenu tristement célèbre et qui va revenir souvent dans cette vidéo, l'américain McKinsey. Mais ce que révèle le rapport de la commission qui vient d'être publié, c'est que cette affaire n'était que la partie émergée d'un gigantesque iceberg et elle fait ressortir un fait inquiétant. Le recours aux consultants externes est devenu un réflexe. En 2021, par exemple, l'État français a fait travailler près de 20 000 consultants externes, rémunérés en moyenne à plus de 1 520 € par jour. Entre mars 2020 et novembre 2021, le rapport parle de presque 27 millions d'euros de prestations de conseil facturées au seul ministère de la Santé. Et en tout l'année dernière, elles ont officiellement dépassé le milliard d'euros, contre moitié moins en moyenne entre 2018 et 2020, et à peine 150 millions d'euros par an jusqu'en 2013. Les cabinets de conseil auditionnés reconnaissent eux-mêmes que la part du public dans leur chiffre d'affaires augmente chaque année. Mais la France n'est pas le seul pays qui aiguise l'appétit des stars de l'expertise. Nos dépenses ne font pas le poids face à celles de l'Allemagne, 3,5 milliards, ou de l'Angleterre qui a payé pour 2 milliards d'euros de factures, ni même celle du Canada, 3 milliards de dollars l'année dernière, 6 milliards prévus cette année, ou enfin des États-Unis, là où le budget dépasse régulièrement les 10 milliards de dollars. Depuis une demi-douzaine d'années, le marché du consulting affiche des taux de croissance insolents, plus 6,6% outre-Atlantique et plus 8,4% en Europe en 2019. Il a reculé d'environ 7% au plus fort de la crise en 2020 et s'est évidemment envolé l'année dernière, plus 11%. Et avec le conflit ukrainien, le monde est en ébullition et les agendas des consultants sont chargés. Les plus grands spécialistes mondiaux sont bien évidemment d'origine américaine, là où tout a commencé. On les appelle les MBB pour McKinsey, Bain & Company et Boston Consulting Group. Chacun d'eux mériterait une vidéo complète pour en faire le tour, d'autant plus que certains ne publient pas leurs données d'activité. Mais pour bien se faire une idée, Bain & Company ont annoncé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars en 2020, BCG 8,5 milliards et McKinsey plus de 10,5 milliards de dollars. Mais le marché du conseil est une mine d'or dont tentent de s'emparer d'autres dizaines de milliers d'acteurs talentueux partout sur la planète. Rien qu'en France, 15 000 sociétés emploient plus de 120 000 personnes pour environ 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Vous avez déjà sûrement entendu parler du plus gros et du plus ancien d'entre eux. Il fait partie des entreprises du CAC 40. Il s'appelle Capgemini et pèse 32 milliards d'euros en bourse
et il va fêter ses 55 ans cette année. C'est 2 fois plus jeune que le pionnier et leader toute catégorie du marché McKinsey qui prépare déjà son centenaire dans 4 ans. Lui et beaucoup de ses confrères sont apparus dans les années 1920. À la base, leur service se limitait à la comptabilité et l'optimisation fiscale. Puis ils ont progressivement élargi leur champ d'action à d'autres activités, dont la plus lucrative, le conseil en stratégie. Ils offrent leur appui et leur expertise stratégique et accompagnent les dirigeants pour améliorer leurs performances économiques. Outre-Atlantique, aux États-Unis comme au Canada, ils sont devenus de véritables institutions dès le début des années 50. Aujourd'hui, pas une opération ne se passe en haut lieu sans l'intervention d'un cabinet de conseil. Leurs consultants sont aussi respectés que les banquiers d'affaires ou les avocats. Ils sont reçus dans les plus beaux bureaux du monde par les personnalités les plus influentes, celles qui font l'économie, mais aussi la politique. Ils sont en quelque sorte le très haut de gamme des agences d'intérim, des experts comptables et des juristes. Pour être vraiment efficaces, ils doivent connaître sur le bout des doigts les marchés sur lesquels évoluent leurs clients, les tendances, les indicateurs, les actualités, parfois même mieux que les clients eux-mêmes. Ils sont capables de produire des rapports d'analyse et des recommandations de 300 pages en moins de 2 semaines, dans tous les domaines et sur tous les secteurs, bien plus détaillés et bien plus vite que n'importe quel service interne. Leurs activités sont parfaitement légales, mais leur opacité attire souvent les critiques. Il existe 3 grandes familles de conseils. En système d'information, d'abord. C'est le métier des fameuses SS2I ou ESN pour les entreprises du secteur numérique. Elles interviennent surtout dans le cadre du déploiement de systèmes informatiques pour l'architecture, les logiciels ou encore la sécurité numérique. C'était d'ailleurs initialement la spécialité de Capgemini et c'est celle d'IBM. En France, de telles prestations sont facturées en moyenne de 500 à 800 € par jour. Ensuite vient le conseil en organisation et management pour environ 1 500 € par jour. Enfin, les plus puissants et les plus chers sont les cabinets de conseil en stratégie, un intitulé qui laisse beaucoup de liberté dans le choix des missions qui peuvent être proposées. Eux accompagnent les dirigeants dans le choix des grandes orientations économiques et émettent des recommandations pour atteindre les objectifs qu'ils ont eux-mêmes déterminés. Leur mission se résume à 2 questions. Dans quelle direction devons-nous aller et comment devons-nous y aller ? Pour ce qui ressemble au pilotage complet d'un projet de A à Z, ils n'hésitent pas à exiger près de 3 000 € par jour et par consultant. Lorsqu'un dirigeant ne sait pas quoi faire, que ses services sont overbookés, qu'il ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires au sein de son personnel, ou qu'il a besoin d'un regard extérieur, il n'a que l'embarras du choix pour trouver l'homme ou la femme de la situation parmi les milliers de consultants indépendants qui se disputent le marché. Aujourd'hui, les grandes entreprises, comme les administrations publiques les plus haut placées, cela inclut donc les gouvernements ou des institutions comme l'Observatoire de l'OCDE ou la Banque mondiale, ont pris pour habitude de faire appel à des consultants externes dès qu'une idée nouvelle vient à germer ou que les circonstances deviennent défavorables, à tel point qu'ils donnent l'impression de ne plus rien savoir faire par eux-mêmes. C'est la définition même de la consultocratie qui soulève déjà un gros problème. Si ce sont les consultants qui pilotent, à quoi servent les cadres ? Et dans les affaires publiques, les ingérences incessantes des cabinets sont montrées du doigt, car toute la question est de savoir qui prend finalement les décisions politiques. Nous l'avons vu, le phénomène n'est pas nouveau. En France, cette nouvelle façon de traiter les patates chaudes dans les expédients entre les mains du privé remonte déjà à une quinzaine d'années et elle débute sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais le record a été battu. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le budget alloué aux dépenses de consulting a été multiplié par 3,7, même si nos dépenses restent modestes comparées à nos voisins européens. C'est que notre président a déjà l'habitude de collaborer avec les conseillers externes. En 2016, il travaille avec Thomas Cazenave sur son livre « L'État en mode start-up », aidé en cela par un certain Karim Tadjeddine qu'il a rencontré en 2007 lors d'une réunion avec McKinsey. Tadjeddine est alors le responsable des consultants de la branche française et les 2 hommes resteront amis. Dès 2017, juste après son élection, Emmanuel Macron, qui se veut de cette nouvelle génération de dirigeants visionnaires qui forment les Young Global Leaders, est convaincu que le rôle de l'État doit impérativement se moderniser. En renforçant la culture de la performance dans les administrations, il aspire à gérer la France comme une start-up et ne fait qu'appliquer les principes développés dans le livre de Cazenave et par McKinsey depuis presque 100 ans. Pour cela, dès son élection, il crée une direction de la transformation publique ou DITP. Son rôle, gérer les commandes et les relations avec les cabinets de conseil pour accélérer la transformation publique. Son budget initial, 100 millions €. Confier la gestion de la modernisation de l'État à ses prestataires extérieurs devait permettre de gagner du temps et de prendre les meilleures décisions possibles, mais avec 10 fois le budget prévu, le prix est cher payé. La DITP est placée normalement sous l'autorité du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, représentée par Amélie de Montchalin, auditionnée pendant l'enquête. Car au-delà de la justification des sommes ahurissantes payées par le contribuable, qui paye déjà les salaires des dirigeants politiques, l'enquête révèle un autre phénomène, l'existence de nombreux liens d'intérêt. Amélie de Montchalin, par exemple, est l'épouse d'un ancien cadre du Boston Consulting Group.
Et le cabinet McKinsey, avec lequel la présidence entretient d'excellentes relations, a été largement plus sollicité que les autres pendant la crise sanitaire. Mais il semble que cela soit beaucoup plus compliqué que cela. De nombreuses personnalités, politiciens, ex-politiciens qui désertent leurs fonctions politiques se retrouvent souvent intégrés à des cabinets de conseil après la fin de leur mandat. Tout comme on retrouve d'anciens éléments qui ont fait leurs armes chez PricewaterhouseCoopers, KPMG, General Electric, BCG ou bien sûr McKinsey. Par exemple, Pierre Persson, conseiller politique d'Emmanuel Macron, sort de CGI. Pacôme Rupin, député de Paris, ou Guillaume Casbarian, député de l'Eure-et-Loir, ou encore Pierre-Alain Raffan pour l'Essonne, sont 3 anciens consultants d'Accenture, Deloitte et McKinsey. Difficile d'imaginer qu'entre tous ces ex-collègues, parfois amis, décideurs en haut lieu, on ne se rende pas de petits services de temps en temps. Les méthodes de travail sont aussi particulièrement critiquées. Les externes sont officiellement intégrés aux équipes dans les locaux de l'entreprise ou de l'administration cliente, parfois avec quelques difficultés comme le souligne le rapport. Leur présence est souvent mal vécue par le personnel. Leurs méthodes disruptives censées encourager l'efficacité ne sont manifestement pas adaptées au fonctionnement d'une administration. Elles provoquent des dysfonctionnements dans les processus déjà établis, y compris ceux qui marchent, et perturbent le climat social. Pour une meilleure intégration, tous les travaux réalisés par les consultants portent la marque du service, de l'entreprise ou du ministère qui les emploie. La nature exacte de leur mission n'est jamais très claire elle non plus. Dans ces conditions, il est bien compliqué de se faire une idée de la responsabilité du client et celle du consultant en cas de litige. Prestations intellectuelles, performance et réingénierie des processus, accompagnement de la DITP, autant d'intitulés qui laissent beaucoup de place à l'imagination quand ils ne sont pas purement et simplement non déclarés. Par exemple, en mars et en octobre 2020, c'est le cabinet Sitwell qui est chargé de prendre en charge l'approvisionnement et la distribution des masques à destination des personnels soignants. La mission semble parfaitement définie. Pourtant, Sitwell finira par s'occuper aussi des gants de chirurgie, des blouses, des médicaments destinés à la réanimation et des vaccins, tout en produisant des rapports d'analyse complémentaires pour les médias, notamment la chaîne BFM. En France, la ministre Amélie de Montchalin elle-même reconnaît ignorer le chiffre exact des dépenses de consulting de l'État. Le journal Le Monde a publié le 17 mars dernier les résultats d'une grande enquête qui recense en détail près de 1600 missions depuis 2015 et estimée à près de 2 milliards d'euros, dont plus de la moitié l'année dernière, le tout payé par le contribuable. Mais la France n'est pas la seule concernée, et il n'y a pas que dans les plus hautes sphères des États que les consultants ont fait leur nid. Certes, cela ne concerne plus cette fois l'argent public, mais 90% des revenus des cabinets de conseil proviennent essentiellement des avis et recommandations qu'ils vendent aussi aux plus grosses sociétés mondiales. McKinsey à lui seul compte environ 1800 clients, parmi lesquels les leaders des grands indices boursiers du monde entier, Apple, Saudi Aramco, Total ou Volkswagen. Vis-à-vis des investisseurs, l'omniprésence des cabinets de conseil au sein des staffs des sociétés cotées, même si c'est mieux accepté, pose les mêmes problèmes que dans le domaine public. Quelle est la légitimité des décisions de l'équipe dirigeante ou des membres du conseil d'administration que l'Assemblée générale des actionnaires a mis à la tête de l'entreprise ? Quelles sont exactement les responsabilités en cas de problème si les consultants ne laissent pas de traces sur les travaux produits ? Enfin, quelles sont les retombées en cas de mauvais conseil ? Car oui, ça arrive et parfois, les conséquences sont dramatiques. Voici l'exemple du laboratoire américain Purdue Pharma, spécialiste du traitement de la douleur. En 1995, il lance l'Oxycontin, son best-seller, un succès phénoménal qui va transformer la petite société médicale new-yorkaise en mastodonte de 13 milliards de dollars en à peine 10 ans. Pour réussir une telle prouesse, Purdue a utilisé des méthodes peu conventionnelles. Dans sa communication, il vante l'efficacité de son opiacé vedette auprès des médecins, mais il ne parle ni des risques de dépendance, ni de surdosage, et évalue mal l'efficacité de son médicament. Dès la fin des années 90, de nombreux Américains sont déjà accros, et certains d'entre eux basculent par désarroi dans des drogues plus dures. Le laboratoire est alors sommé par les autorités de l'État du Connecticut de prendre des mesures immédiates et d'informer correctement les patients et les médecins sur les risques d'overdose et de dépendance. C'est un minimum. Mais rien ne sera fait. En 2007, c'est devenu un véritable problème de santé publique aux États-Unis. Cette fois, ça suffit. Purdue est poursuivi par l'État de Virginie-Occidentale, puis du Kentucky, puis par la ville d'Everett, et de nombreuses autres plaintes sont toujours en cours, plus de 2600. En 2021, alors que le cabinet plaide coupable et qu'il est placé sous la protection de la loi contre les faillites, on apprend que cette brillante politique commerciale, contraire à toute éthique, a été menée par McKinsey. Lequel McKinsey, consultant pour Purdue depuis le début des ennuis en 2008, a lui aussi reconnu les faits et a écopé d'une première amende de 573 millions de dollars pour avoir conseillé de ne pas modifier les informations relatives aux effets secondaires du médicament, car cela aurait pu nuire aux ventes. Il aurait aussi soumis l'idée de créer un réseau de médecins complaisants chargés de prescrire l'Oxycontin en masse. Ces sages recommandations ont coulé son client et plongé des centaines de milliers d'Américains dans la dépendance aux médicaments que l'on appelle aujourd'hui la crise des opiacés.
De nombreux autres laboratoires sont concernés, dont Johnson & Johnson et Teva, accusés d'avoir causé la mort de 400 000 personnes entre 1999 et 2017. Et c'est à McKinsey que la France a confié la quasi-totalité des missions de gestion de la campagne vaccinale. Mais il n'est pas le seul à traîner de lourdes casseroles. Le Boston Consulting Group, un autre membre des MBB, s'est allié au prince saoudien Mohammed Ben Slimane pour l'aider à consolider son pouvoir avant de prendre en charge l'étude préalable à l'organisation d'une Coupe du monde de football dans le pays en 2030. À l'heure où le grand public découvre l'existence et l'influence des cabinets de conseil, un nouveau scandale, un de plus, mais fiscal cette fois, vient entacher leur prestigieuse réputation. Car en plus d'être spécialiste en stratégie, McKinsey, encore lui, est aussi très doué pour l'optimisation fiscale. Et il n'est pas le seul. Accenture, par exemple, est domicilié en Irlande, le paradis fiscal européen. Ça commence à faire beaucoup pour le législateur qui se demande comment mieux encadrer les activités des cabinets de consulting et surtout limiter le système tentaculaire qu'ils sont parvenus à mettre en place. En France, plus de transparence sur la nature des missions confiées, plus d'éthique dans le métier, imposer des limites aux commandes publiques, imposer la traçabilité des travaux rendus et faire remplir des déclarations d'intérêt par des consultants pour prévenir tout risque d'arrangement font partie d'un premier arsenal proposé par le Sénat. Mieux connaître les compétences internes doit aussi permettre de se libérer de la dangereuse dépendance que les décideurs ont développée vis-à-vis des consultants, car là est le plus gros du problème. Ils ont su se montrer si performants qu'il est quasiment impossible de s'en passer aujourd'hui. Pour conclure cette vidéo, voici une idée que nous offrons à tous les candidats à la présidentielle. Confier une nouvelle mission à McKinsey. Comment se passer des services des consultants? Juste retour des choses, non? Si vous avez suivi l'actualité, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, nous vous avons réservé quelques liens dans le descriptif si vous souhaitez aller lire, par exemple, le rapport de la commission ou parcourir le détail des affaires que j'ai citées. Et si notre vidéo vous a plu, faites-le savoir en cliquant sur j'aime et en vous abonnant. Et venez discuter avec nous sur nos autres réseaux, Twitter, Discord et le fil Telegram. On vous dit à tout de suite, c'était Money Radar.